Donc bonsoir, je m'appelle Xavier Coustillier, je suis architecte logiciel à Leclerc. Et donc ce soir, je vais vous parler du nul. J'espère qu'il y a quelques développeurs dans la salle, que vous en avez, parce qu'on va, on va voir un peu de code. Donc j'imagine que vous savez tous à peu près ce que c'est que le nul. Le truc du nul, c'est que ça a été inventé donc en 65 par un monsieur qui s'appelle Tony Hoare, qui l'a inventé quand il développait le langage Algol W pour la petite histoire, et qui l'a mis là parce que ça paraissait pratique et que c'était super facile à faire. Le problème, c'est que depuis, il a un peu réfléchi, et il considère que c'est une erreur à $1 milliard, c'est-à-dire qu'il suppose, il estime que ça a coûté à peu près $1 milliard à l'industrie depuis que ça a été créé. J'ai l'impression que ça a coûté plus que ça, mais bon, peu importe. Donc, pour le rappel, un nul c'est quoi? C'est une absence de référence, c'est-à-dire on va avoir une adresse mémoire quelque part, on n'a plus rien à mettre, on n'a rien à mettre dedans, parce qu'on n'a pas la valeur qu'on veut, etc. Et donc on va mettre nul plutôt que de faire autre chose, justement parce que c'est simple. Le truc, c'est que nul, ça n'a pas de type, ça veut dire qu'on peut le stocker absolument n'importe où, dans n'importe quelle adresse mémoire qui stockerait un objet normalement. Et ça rend cette adresse mémoire complètement inutilisable, puisque si on n'a pas d'objet, on peut rien appeler dessus. Le problème, c'est que ça pose quelques soucis, c'est-à-dire que ce code-là, si on stocke un nul dans une string, et cette string, en fait, elle est typée string, mais c'est plus une string. Ce qui est un peu dommage. Voilà, donc pourquoi c'est un problème? Parce que si on a des méthodes comme ça, j'imagine que vous en avez tous vu, je vais faire du C#, parce que c'est ce que je fais tous les jours, c'est vrai pour la plupart des autres langages. Donc que fait cette méthode? Elle va normalement renvoyer un customer, donc un client en fonction de son ID. Le problème, c'est que évidemment il y a plus d'ID que de clients, ou alors on serait vachement riche, ou il y aurait vachement de monde sur la Terre. Du coup, si l'ID ne correspond pas à un client, elle va renvoyer nul. Voilà, donc on va recevoir l'un ou l'autre. Enfin, c'est le comportement relativement classique. Donc par exemple, si on fait ça, un petit exemple de code, si on essaye d'avoir un customer avec un ID et que juste après on essaye d'accéder à la propriété du customer, on va récupérer une nulle référence exception. C'est Sharp, ça doit être un null pointer, je ne sais plus comment c'est en Java, mais c'est un truc comme ça aussi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va appeler cette méthode, on va être obligé de se défendre, c'est-à-dire d'aller vérifier que ce qu'on reçoit n'est pas nul. Ça veut dire que des fois on peut oublier aussi. Heureusement, il y a les gens qui relisent le code pendant les pull requests et qui le voient, mais pas tout le temps. Et ça veut dire aussi que si on n'a pas accès au code source, ou si on a la flemme d'aller le lire, ou si on en a marre de passer 10 fois plus de temps à lire du code qu'à en écrire, ça devient un peu fatigant. Donc, des fois, au lieu d'aller lire le code pour vérifier si on peut recevoir un nul, on se défend pour rien, c'est-à-dire que dans le doute, on va se défendre. Ce qui est un peu dommage aussi. Donc, en fait, tout ça, ça porte sur l'honnêteté des méthodes. L'honnêteté des méthodes, c'est quoi? C'est ce que dit la méthode depuis sa signature. Cette méthode, elle dit donnez-moi un ID, je vous renvoie un customer. On vient de voir que c'était pas forcément vrai. Donc on dit que cette méthode est malhonnête. On pourrait l'écrire comme ça en C#, donc mettre un point d'interrogation derrière pour dire ça peut être nullable. Il y a l'équivalent en Java maintenant qui s'appelle optional, je crois. Le problème, c'est que ça ne marche qu'avec les valeurs par comment c'est d'ailleurs, les value type en C#, c'est-à-dire que c'est interdit sur les valeurs objets. Avant C# 8 qui va corriger le problème, sauf qu'aujourd'hui la roadmap de C# 8 annonce la sortie en 2080, ce qui veut dire qu'il se laisse un peu de temps pour travailler. Du coup, ça va pas forcément sortir demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? En fait, on peut autoriser un autre objet qui n'existe pas en C#, qui s'appelle option. Donc effectivement, c'est un objet qui existe en Java, qui traite déjà un peu le problème, comme ça. En C#, ça n'existe pas encore, mais bon, il y a des librairies qui s'en chargent pour nous. C'est un concept qui vient de la programmation fonctionnelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la programmation fonctionnelle. En fait, c'est un paradigme de langage qui se base plutôt sur les fonctions que sur l'objet lui-même pour travailler. Donc ça va être vraiment de l'enchaînement de fonctions. La construction du code va
en fait imbriquer des enchaînements de fonctions plutôt que de changer des états d'objets. Donc la plupart d'ailleurs des objets sont immutables en programmation fonctionnelle. Et l'idée d'une fonction, c'est en fait ça se base sur des fonctions mathématiques, c'est-à-dire que pour tout objet de cet ensemble-là qui est passé à cette fonction, on va avoir une sortie réelle. Sous-entendu, pas nulle. Donc par exemple, si on prend cette méthode-là, pour tout x qu'on va lui passer entier, on va recevoir, si on le multiplie 3 fois par lui-même, on va recevoir un long, ça va marcher à tous les coups, quelle que soit la valeur de x, il n'y a aucun problème. Donc c'est une fonction mathématique, c'est-à-dire que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des entiers, et ça, on est sûr que ça va marcher. Si on prend cette méthode-là, donc la méthode de tout à l'heure, ou la méthode de division par exemple, ça ne marchera pas à chaque fois, parce qu'on n'a pas forcément de client au bout de l'ID qu'on va passer, ou parce qu'on va essayer de diviser par 0. Donc ces méthodes-là sont donc pas mathématiques, puisque l'ensemble de définition qui est annoncé, donc les paramètres passés, ne permettent pas de renvoyer systématiquement un résultat. Donc on en vient à l'option. L'option, c'est ça. J'ai mis la définition qui existe dans les langages fonctionnels, parce qu'en fait ça vient des langages fonctionnels, et puis simplement parce que ça s'écrit en 2 lignes en langage fonctionnel, alors que ça s'écrit plutôt en 50 lignes en C# ou en Java. Ça aurait été un peu chiant à lire. Et donc en C#, l'équivalent de ça en C#, c'est une structure, donc ça peut pas être nul. Comme on voit dans les options, en fait, ça va être un objet qui va contenir soit une instance du type qu'on veut qu'il contienne, soit un autre type d'objet qui s'appelle none, qui est en fait un type qui ne représente que lui-même, qui n'a pas de valeur, mais à la différence de nul, c'est un type différent de A, donc on peut déjà beaucoup mieux travailler avec ça, puisque on sait ce qu'on a. Donc voilà, si on reprend cette méthode un peu modifiée donc avec l'option, cette méthode devient honnête, puisque là pour le coup elle nous dit peut-être que je vais renvoyer un customer, mais peut-être que je ne vais pas en renvoyer, mais au moins on est sûr qu'on n'aura plus jamais nul. Donc pour le coup, quel que soit l'ID qu'on passe, on aura quelque chose. Donc là, il y a quelques exemples. Alors j'ai utilisé une librairie qui s'appelle LanguageExt. C'est la plus grosse librairie en C# qui s'occupe de ça. C'est une librairie qui va bien plus loin que ça, parce qu'en fait, elle essaye de faire du langage fonctionnel complet en C#. Mais en l'occurrence, là, elle répond à ça pour l'exemple. Donc là, un bout de code tout comme tout à l'heure, on va chercher un customer. S'il n'est pas nul, on fait quelque chose avec. S'il est nul, on fait autre chose. Après, ça devient ça. Donc ça change pas grand chose. La seule différence, c'est que du coup, ce qu'on va recevoir, c'est pas un customer, mais c'est peut-être un customer. Et en fait, après, en jouant avec des méthodes d'extension en Fluent, etc., et avec du langage lambda, on va pouvoir déréférencer exactement, pour obtenir exactement le même résultat qu'au-dessus. Donc, au niveau syntaxique, c'est pas foufou. Ça change pas grand chose, donc en fait, on n'est pas trop perdu quand on lit ce genre de code. Mais ça a intérêt de résoudre le problème, c'est-à-dire que là, on ne peut plus oublier de se défendre si on doit le faire. Un, parce qu'on le sait dans la signature, et deux, parce que comme le type n'est pas un customer, on va être obligé de faire quelque chose dessus pour récupérer la valeur qu'il y a dedans, s'il y en a. Donc déjà, on peut plus. Ça résout déjà naturellement pas mal de bugs. Disons que quand on refactorise du code comme ça, en fait, on se retrouve à résoudre des bugs qu'on n'avait jamais détectés jusqu'alors, ce qui est plutôt sympa. Un autre exemple. Je passe sur l'élégance de ce code, mais je pense qu'on en a tous écrit comme ça à un moment ou à un autre. On a besoin de 3 valeurs qu'on va aller chercher pour faire une opération dessus, quelle qu'elle soit. À chaque fois, ces valeurs peuvent être nulles, et tant qu'à faire, une fois de temps en temps, la deuxième valeur, par exemple, dépend de la première. Enfin, on va récupérer la deuxième valeur en fonction de la première, etc. Donc, bah voilà, on se retrouve à se défendre à toutes les lignes, on double la taille du code. C'est moche, c'est pas intéressant, voilà, bref. Ça, en utilisant l'option, ça se réécrit comme ça. Il n'y a plus aucun test, on n'a plus à gérer le nul jamais. On est sûr de recevoir une option donc du résultat de l'opération. Donc c'est plutôt mieux. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'en fait, option en C#, au moins dans LanguageExt, mais je pense que dans les autres librairies c'est un peu pareil, c'est un objet qui étant inénumérable pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire en fait c'est jamais qu'un tableau de 0 ou une valeur. Comme c'est un tableau,
on peut rentrer dans du link comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'à la première ligne, on va récupérer la première valeur. S'il n'y a rien, donc c'est un tableau vide, on sort tout de suite de la requête, on a fini, donc on renvoie none, et c'est terminé. Si ça marche, on passe à la deuxième, on fait la même chose, etc. Et donc c'est seulement si on a toutes les trois valeurs bien renseignées qu'on va pouvoir faire l'opération. Pour aller un peu plus loin là-dessus, il n'y a pas que le nul qui pose un problème, enfin ce genre de problème dans les langages orientés objets. Il y a aussi ce genre de truc qui existe en C#, un try parse, donc on a une string qu'on voudrait bien transformer en GUID, sauf que ça peut rater, donc on va faire un truc qui s'appelle try parse. Le try parse il va renvoyer vrai si ça marche, faux si ça marche pas, et il va stocker l'ID si ça a marché dans cette superbe variable foo qui est préfixée de out, donc en fait c'est une variable qu'on passe par référence et qui va être remplie par la fonction si ça fonctionne bien. Le problème de ça, c'est que c'est pas beau. C'est vraiment, ça fait un peu acquis. On peut pas du tout faire de fluent dessus parce qu'en fait le type de retour de la méthode n'est pas du tout ce qu'on attend, etc. Donc on peut remplacer facilement en utilisant option. On peut s'amuser aussi à remplacer les exceptions. Parce que c'est quoi le problème des exceptions? C'est que on va tenter d'exécuter un truc, peut-être que ça va péter, donc on va mettre un try catch autour et on va récupérer l'exception. Ou alors, on va même pas ce qui veut dire encore qu'on peut l'oublier. Ou alors, on va même pas la catcher, on va la laisser remonter le niveau du programme, puisqu'il y a un moment où ça va péter, et c'est un moment où potentiellement, on ne sait même plus quoi en faire. Donc on va laisser le programme exploser, ou alors on va mettre un gros try catch tout en haut. Ou alors on va mettre un gros try catch tout en haut pour tout catcher et puis juste afficher un message d'erreur. C'est pas toujours idéal. Et surtout, en plein milieu du code, quand on fait un try catch, finalement, on sait que le truc peut renvoyer une exception et on sait qu'on va la traiter tout de suite. Donc ça ne sert même plus à rien de renvoyer une exception. Je parle du code qui est à nous parce qu'évidemment, il faut pouvoir jouer avec les signatures des méthodes. Donc à la place, on va renvoyer ce truc-là qui va renvoyer un customer si tout va bien, comme d'habitude, et qui va renvoyer juste un objet d'erreur, qui est un peu la même chose qu'une exception, sauf que la différence, c'est que comme on lance pas d'exception déjà, on gagne, je crois que c'est 50 fois plus lent de lancer une exception que juste de générer un objet et de le renvoyer. Et puis en plus, là, après on va pouvoir le traiter tranquillement, sans souci. Et quand c'est du code qui n'est pas à nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer sur la signature de la méthode et donc on ne peut pas rajouter ce petit machin, on peut remplacer les try catch aussi par un truc comme ça. Donc c'est juste une fonction qui va entourer la fonction qui peut exploser. Ça ne va rien faire de plus qu'un try catch, si ce n'est qu'on n'est pas obligé de le déréférencer tout de suite et donc de résoudre le problème tout de suite. On peut le laisser comme ça, le laisser vivre, résoudre ça uniquement quand on en a besoin et s'en servir à ce moment-là. L'autre différence, c'est que du coup, ça va envoyer un objet qui s'appelle try justement, et donc on peut aussi retourner dans la méthode, alors qu'un try catch, on est obligé de le traiter tout de suite. Voilà, donc tout ça, pour tout ça, il y a plein de librairies qui existent un peu partout qui traitent de ce sujet-là et de la programmation fonctionnelle dans les langages orientés objets en général. Donc j'en ai trouvé 3 en C#. LanguageX c'est clairement la plus grosse, la plus réputée. Il y a Vaver en Java qui a une bonne couverture aussi. Et puis il y en a dans plein d'autres langages, donc il y en a vraiment plein. J'en ai pas cherché plus parce que voilà, ça me paraissait être un exemple représentatif. Mais voilà, en fait c'est vraiment des façons de coder, même en orienté objet, qui se développent beaucoup en ce moment. Il y a plein des espèces de gourous d'IDF qui en parlent de plus en plus. Et en plus, après, dès qu'on a commencé à rentrer dedans, ça devient franchement sympa justement parce qu'il y a plein de bugs qu'on ne peut plus avoir tout simplement. Et c'est pas mal. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc ça c'est mon adresse mail si jamais vous voulez m'écrire. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.